Bonsoir, merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Ce mardi, la Côte d'Ivoire et le PAM ont signé 2 accords de partenariat. Ils sont relatifs au transfert et au fonctionnement du Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition. Les 2 parties s'engagent ainsi à éradiquer la faim et la malnutrition sur le continent africain. Les villes de Nice et d'Abidjan sont jumelles depuis maintenant 11 ans. La coopération se solidifie au fil des ans dans bien de domaines. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a achevé aujourd'hui même sa visite de travail en Côte d'Ivoire. Avant son départ, il a été reçu par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Nous sommes le 3 décembre aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Ce soir, la rédaction de RTI1 jette une lucarne sur l'école des sourds à Yopougon pour évoquer la résilience des personnes en situation de handicap. Dans ce 20h, un étudiant malvoyant mais passionné de journalisme sera avec nous sur le 20h. En France, le Premier ministre français Michel Barnier n'a plus que quelques jours à passer à Matignon. Une motion de censure sera débattue à l'Assemblée nationale en réponse au 49.3 du Premier ministre sur le budget de la Sécu. Le Rassemblement national a promis de voter cette motion. Soyez la bienvenue sur RTI 1. La Côte d'Ivoire et le PAM ont signé aujourd'hui 2 accords de partenariat. Ils sont relatifs au transfert et au fonctionnement du Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition. Notez que ce centre, créé en 2019 par le gouvernement ivoirien avec l'appui du Programme alimentaire mondial, vise à éradiquer la faim et la malnutrition sur le continent africain, comme nous l'explique Alexis Ouedraogo. Les 2 accords de partenariat signés ce mardi à la présidence de la République actent le transfert du CERFAM, Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition, à l'État de Côte d'Ivoire. Ils en précisent aussi le fonctionnement. L'État de Côte d'Ivoire, à travers la création du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, CERFAM, a su créer une dynamique et a su démontrer un leadership remarquable en matière de promotion de la nutrition au niveau continental. Ces nouveaux accords marquent aujourd'hui une transition importante dans la gestion du CERFAM, à travers le renforcement du partenariat avec le PAM, mais surtout avec toutes les parties prenantes concernées par la lutte contre la faim et la malnutrition, en particulier les agences sœurs des systèmes des Nations Unies. Créé en 2019 par la République de Côte d'Ivoire avec l'appui du Programme alimentaire mondial, le centre travaille à accélérer les progrès pour éradiquer la faim et la malnutrition sur le continent. Le CERFAM, désormais propriété de l'État de Côte d'Ivoire, placé sous l'autorité du vice-président de la République, son Excellence M. Kémoko Mele-Kone, ouvre son partenariat dans une synergie d'action à toutes les parties prenantes. En outre, son périmètre d'action s'élargit à tous les États africains désireux d'apprendre les uns des autres. L'identification, la documentation et le partage de pratiques adaptées aux réalités africaines sont au cœur des missions du CERFAM et sont essentielles pour des solutions durables sur le continent. Au plan national, la lutte contre la faim et la malnutrition constitue un des piliers prioritaires structurels des plans nationaux de développement successifs. Il en sera de même du prochain plan national de développement couvrant la période 2026-2030 en cours d'élaboration. Notons que le PAM reste l'une des plus grandes organisations humanitaires au monde. Il utilise l'aide alimentaire pour ouvrir la voie à la paix pour les personnes qui se remettent d'un conflit, d'une catastrophe ou encore de l'impact du changement climatique. Il y a un autre partenariat qui porte aussi ses fruits. Les villes de Nice et d'Abidjan ont scellé leur jumelage depuis maintenant 11 ans et la coopération se solidifie au fil des ans dans bien de domaines. Justement, le maire de Nice, Christian Estrosi, a achevé aujourd'hui même sa visite de travail en Côte d'Ivoire. Avant son départ, il a été reçu par le Premier ministre Robert Begré-Mambé.
Après 2 jours intenses à Abidjan, Christian Estrosi, maire de Nice, a renforcé les liens franco-ivoiriens au plus haut niveau. Sa rencontre avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé a réaffirmé l'importance d'une coopération solide entre les 2 pays. Je quitte à grand regret ce soir la Côte d'Ivoire pour retrouver la Côte d'Azur, qui n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire, tellement ce pays est magnifique. Il est dans mon cœur, comme tous les Ivoiriens, auxquels je veux dire toute mon affection, parce que c'est un peuple magnifique, de cœur, de générosité. Et dire aussi combien nous avons beaucoup de chance entre responsables publics avec le Premier ministre, d'avoir cette relation si étroite, si respectueuse et si responsable pour l'intérêt de nos 2 pays. Quand il y a de la croissance en Côte d'Ivoire issue de nos partenariats, c'est aussi de la croissance pour la France. Et nous voulons rassurer nos administrés. Ce qui compte avant tout, c'est l'intérêt général et le service public que nous devons leur apporter pour leur bien-être et pour leur famille. Une visite qui consolide une relation de confiance et de développement mutuel. Le reportage est réalisé pour vous par Chantal Akandam et c'est une date très importante, la date du 3 décembre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, marque cette 32e journée. Nos équipes ont fait une immersion à l'école ivoirienne des Sous dans la commune de Yopougon. Cet établissement offre un cadre éducatif et professionnel adapté pour leur épanouissement. Les pensionnaires, vous allez le voir, apprennent à lire et à écrire avec passion et avec amour. Nyanzale Davis et Davis Oyo. Nous sommes à l'école ivoirienne des Sous, à Yopougon, un lieu où le silence devient une richesse de communication. Ça, c'est combien? C'est combien? 8. Ok, donc tu continues. Dans cette classe de CE1, les élèves suivent attentivement le cours dispensé par l'enseignant. Un moment de concentration où chaque geste compte. Nos enfants sont beaucoup visuels. Donc très souvent, quand nous faisons des cours, nous appuyons sur des images pour qu'ils puissent comprendre les cours, puisqu'ils n'entendent pas. Et puis, il faut dire que dans le domaine du handicap, il faut dire que l'audition représente près de 80% dans l'apprentissage d'un enfant, ce qui n'est pas le cas chez nous, puisque nos enfants ils ont une perte d'audition. Les documents qui sont proposés sont les mêmes que les écoles dites normales. Nous transcrivions simplement les mêmes documents en langue des signes. Au-delà de l'enseignement général, l'école ivoirienne des Sous forme ses élèves à l'apprentissage au métier. La formation professionnelle est une nouvelle entité au sein de l'E6. Donc elle est composée de 4 classes. C'est-à-dire, il y a l'initiation, il y a la pâtisserie, la couture et puis la cordonnerie. L'école des Sous n'est pas vraiment connue. Donc du coup, les parents qui prennent connaissance de l'école ont souvent des enfants qui sont déjà en âge avancé. Donc étant grands, on les inscrit directement à la filière professionnelle. Et étant donné aussi qu'ils ne savent pas lire, on les emmène faire l'initiation pour apprendre à écrire, à compter. Et à la suite de ça, maintenant qu'on les oriente dans les différentes filières. Il est 10 heures, c'est la pause. Les élèves jouent, discutent autour de leur collation. Les enfants font tous les jeux que les autres enfants des écoles dites normales font. Un moment particulier pour Joseph, élève en classe de CM2. Je suis très content d'être à l'école ici. On est tous internes. Quand on finit de manger, on se met en rang pour aller faire la sieste. Après la sieste, on retourne en classe. J'aime beaucoup les exercices de mathématiques. J'aimerais devenir enseignant pour aider les sourds à être intégrés dans la vie. 2 heures après, c'est la fin des cours pour la matinée. C'est également l'heure du déjeuner. Fondée en février 1974, l'école ivoirienne des Sous est dirigée depuis novembre 2012 par Dieudonné Okou. L'école ivoirienne pour les sourds est une institution spécialisée dont la mission est de donner une formation pédagogique et culturelle aux enfants déficients auditifs âgés de 4 à 15 ans. Nous partons de la maternelle au CM2. Elle a été créée par un pasteur américain du nom de Andrew Foster en 1974. Et donc, c'est d'une initiative privée que l'école est née. Et donc, depuis 2010,
l'école est passée sous tutelle à part entière de l'État ivoirien. La formation professionnelle est aujourd'hui prisée par les parents au niveau de l'école. Nous avons instauré la formation professionnelle pour permettre aux enfants qui ne terminent pas le cursus scolaire normal de s'orienter vers la deuxième chance que l'école peut leur offrir au niveau de la formation professionnelle. Outre la formation et l'intégration dans le monde professionnel, l'épanouissement social des 250 élèves de l'école ivoirienne des Sous est également au cœur des priorités des responsables de cet établissement à besoins particuliers. L'appel est lancé à amplifier le leadership des personnes handicapées et la rédaction de RTI 1 donne le ton ce soir. Nous sommes en compagnie d'un exemple de résilience. Moyenga, Tounou, Giovanni, Kevin, étudiant en master d'anglais, rêve de présenter le journal télévisé. Bien qu'il ait un défaut visuel, sa vision professionnelle reste nette et claire, devenir un grand présentateur de JT. Un rêve rendu possible ce soir, n'est-ce pas? Bonsoir, Moyenga. Bonsoir Madame Marie-Laure Ngoran, bonsoir chers téléspectateurs. C'est vraiment un plaisir d'être sur ce plateau en ce soir. C'est avec alacrité vraiment que je co-présente ce journal-là avec vous. Merci beaucoup. Voilà, votre rêve de devenir journaliste, présentateur, ça vous a toujours nourri ce rêve-là. Alors vous êtes pourtant inscrit en master d'anglais. D'où vient cette passion malgré tout? Voilà, merci beaucoup. En fait, je vais commencer par dire un grand merci à la RTI et à son directeur. Grand merci à monsieur le ministre, le maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, pour tous les efforts consentis. Alors, depuis l'enfance, je nourris cette passion-là. Et quand j'ai fini le bac, je n'ai pas eu l'occasion de m'inscrire en année de communication. Je me suis dit, vu que l'anglais est une langue, en tout cas très importante dans le monde, ça serait bien de quand même apprendre l'anglais, pouvoir bien maîtriser cette langue-là et pouvoir également exercer ma passion qui est la communication audiovisuelle. Donc, et de toute façon, c'est important dans ce métier qu'on exerce. Merci beaucoup, c'est ça. D'accord. Alors, M. Moyenga, dites-moi, comment vous allez vous y prendre? Je rappelle, à l'occasion de cette journée des personnes en situation de handicap, vous l'avez dit, on peut briser tous les codes. Vous êtes non-voyant. Dites-moi, vous qui voulez présenter le JT, comment vous allez vous y prendre? Parce qu'il faut préparer ce JT et également le présenter. C'est ça. Alors, vous avez pu voir un peu dans les loges comment on se préparait et tout ça. Il y a le braille que j'utilise, le système d'écriture à points saillants, le système que les non-voyants utilisent, voilà, pour écrire et lire. Et donc, c'est avec ce système-là que j'arrive à faire tout ce que les personnes dites voyantes également peuvent faire. Donc, tout ce que je fais ce soir, vous pouvez le faire. Voilà. On va vous tester tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, c'est la Journée mondiale des personnes handicapées aujourd'hui. Quel message voudriez-vous lancer à toutes ces personnes qui vous suivent ce soir, ces personnes bien portantes et ces personnes en situation de handicap? Merci beaucoup, madame. Pour les personnes bien portantes, je dirais qu'elles doivent retenir simplement que nous sommes tous pareils. Nous avons tous les mêmes chances, les mêmes droits, les mêmes égalités. Il est très important de ne pas marginaliser l'autre, car il a aussi les mêmes compétences, les mêmes potentialités qu'une personne dite voyante. Pour les personnes également qui sont porteuses de handicap, je dirais simplement qu'il faut être résilient. Peu importe la difficulté, peu importe ce qui se passe, il faut être résilient. Et c'est cette preuve-là qu'aujourd'hui, nous avons, cette preuve palpable-là, ce qui nous emmène aujourd'hui sur ce plateau. Peu importe ce qui va être difficile, peu importe la difficulté, un jour, votre heure de gloire va arriver. Et justement, votre heure est arrivée ce soir. Kevin, j'ai envie de vous tester. Okay. Vous êtes partant? Oui, je suis partant. Vous savez qu'il y a eu des accords qui ont été signés à Abidjan par le ministre Mamadou Coulibaly Sangafoua. Oui. Dites-nous de quoi s'agit-il? D'accord. 2 accords ont été signés à Abidjan pour la construction d'une centrale thermique à Songon et une unité solaire à Katiola. Ces conventions signées par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie visent à diversifier et à augmenter les capacités de production d'électricité en Côte d'Ivoire. Suivant le reportage de Lansine Bakayoko. La première signature est un avenant à l'accord conclu avec Songon Énergie pour la construction et l'exploitation d'une centrale thermique à cycle combiné de 372 MW. L'objectif principal de cet avenant est de permettre le bouclage financier du projet et sa mise en œuvre effective. Il prend en compte les évolutions majeures
notamment les ajustements aux conditions de financement, ainsi que les modifications techniques requises par le contractant, l'EPC Central, le contractant EPC CREAC, le fournisseur des turbines et les bailleurs de fonds. Le bouclage du financement marque le démarrage du projet qui sera exécuté sur 36 mois pour 342 milliards de francs CFA. La seconde signature concrétise la construction d'une centrale solaire à Katiola, 50 MW de puissance installée. D'un coût de 33 milliards de francs CFA, cette centrale va être financée via un partenariat public-privé et sera opérationnelle au plus tard en décembre 2026. La signature de la convention Katiola Solar Power s'inscrit dans une dynamique de notre quête de diversification et d'augmentation de la part des énergies renouvelables, plus particulièrement l'énergie solaire dans notre mix énergétique. Les deux projets, l'un thermique et l'autre photovoltaïque, démontrent la volonté de la Côte d'Ivoire de garantir une énergie fiable, durable, compétitive, non seulement pour les besoins nationaux, mais aussi pour alimenter le marché régional en électricité. Le parc de production électrique de la Côte d'Ivoire s'élève aujourd'hui à 2907 MW. Il devrait culminer à 8600 MW d'ici 2040. Bravo. Bravo, Kevin. Merci beaucoup, madame. Et vous, dites-moi, Kevin, comment est-ce que vous y êtes arrivé? Alors, merci beaucoup. Je suis continuellement l'actualité nationale et internationale. Et donc, lorsque je suis arrivé, j'ai fait les préparations depuis la maison déjà. Hein, mais je suis arrivé, j'ai essayé de peaufiner ça avec vous, bien sûr. Et puis voilà, maintenant, tout se passe bien. J'ai pu faire le lancement. On va juste croiser les doigts et prier pour que ce rêve se réalise. Parce que vous pouvez. Merci, madame. Kevin, vous restez avec moi parce qu'on va clore ce journal ensemble. Il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, je vous livre ce communiqué qui nous vient du ministère d'État, ministère de la Défense, de l'État-major général des armées. Un exercice tactique interarmé mené par les forces armées de Côte d'Ivoire se déroulera dans la région du Zanzan du mercredi 4 au samedi 14 décembre 2024. L'exercice vise à mettre en cohérence les capacités opérationnelles en interarmée et à éprouver la mise en œuvre du soutien médical en opération. Cet entraînement qui engagera des moyens terrestres verra des déplacements de troupes et de véhicules blindés de jour comme de nuit. L'État-major général des armées présente ses excuses aux populations ivoiriennes pour les éventuels désagréments tout en s'engageant à en réduire l'impact. Communiqué signé du général de corps d'armée Lansina Doumbia. Cela fait 10 ans maintenant que la RTI s'est dotée d'un poste de médiateur de l'information et des programmes. Observateur indépendant, il sert d'interface entre le média de service public et les téléspectateurs, auditeurs ainsi que les internautes. Eh bien, après un appel à candidature, un nouveau médiateur a été nommé. Il s'agit de Brahima Doumbia, ex-directeur de RTI Boaké. Il décline ici ses priorités au micro de Walter Madou Ouattara. Même s'ils sont conscients de l'important rôle joué par un médiateur, des citoyens approchés dans les rues d'Abidjan méconnaissent l'existence de celui de la radio-télévision ivoirienne RTI. Le médiateur, c'est une personnalité qui joue le rôle de réconciliateur entre deux personnes ou bien deux entités. Le médiateur de la RTI, non, je n'en ai pas encore entendu parler. Cependant, ils font des propositions. S'il existe, moi je souhaiterais que le médiateur de la RTI puisse permettre à tout un chacun de s'exprimer. La plupart des Ivoiriens suivent beaucoup les médias étrangers. Si cela peut permettre aux Ivoiriens de se réconcilier avec leur télé, ça serait la bienvenue. Bien vrai que je ne le connais pas, mais je pense qu'un médiateur a toujours sa place. Et nous souhaitons qu'il s'appuie sur la promotion de la technologie en Côte d'Ivoire. La RTI a un nouveau médiateur. Il s'agit de Brahima Doumbia, précédemment directeur de la chaîne régionale RTI Boaké. Il est désormais nommé médiateur de l'information et des programmes. Décision du conseil d'administration de la RTI après un appel à candidature. Il partage ici quelques points de sa nouvelle mission. Le médiateur de la RTI sert d'interface entre le public et la RTI, les téléspectateurs, les auditeurs et les internautes. Le médiateur est à l'écoute du public et fait droit à son droit à l'information.
Le nouveau médiateur de la RTI lève également un coin de voile sur ses priorités. Nous allons faire en sorte que la médiation de la RTI soit assez connue. Parce que c'est une structure où ils peuvent faire des plaintes lorsqu'ils ont des récriminations à l'endroit de notre maison et le médiateur doit leur apporter des réponses. Aux téléspectateurs, surtout parce que nous faisons la télé et la radio pour eux. Ils peuvent compter sur la médiation pour l'amélioration des programmes de la RTI, de telle sorte qu'ils soient satisfaits de notre maison. C'est aussi notre rôle. Observateur indépendant, le médiateur de la RTI a aussi un rôle de veille et d'alerte pour les cas pouvant entraîner des poursuites devant les tribunaux. C'est en 2014 que la radio-télévision ivoirienne s'est dotée d'un poste de médiateur de l'information et des programmes. Le premier à avoir occupé ce poste est Ibrahim Koné. Voilà, et la RTI qui vient aussi de rafler un grand prix. C'était lors de la soirée de distinction dénommée les Awards de la gestion de projet ou encore les Awards de la journée nationale de la gestion de projet qui vient donc de se tenir à Abidjan. Et la RTI a glané plusieurs prix, notamment le grand prix, celui donc du meilleur chef de projet de l'année. Les temps forts avec Davis Soyo. Le représentant de la RTI vient donc recevoir le prix d'excellence du meilleur projet TV et des médias de l'année. La RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, en démonstration de force aux Awards de la Journée nationale de la gestion de projet. La télévision nationale glane 2 trophées, le prix d'excellence du meilleur projet TV et des médias de l'année et le grand prix, celui du meilleur chef de projet de l'année. Le projet qui a été présenté, c'est le projet de la couverture médiatique de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Et ce trophée est la marque que le travail qui a été fait pendant la CAN par la RTI a été apprécié par les professionnels du management des projets et aussi par les nombreux téléspectateurs, auditeurs et internautes qui ont suivi nos différents programmes lors de cette grande compétition. 7 autres prix sont aussi décernés à des entreprises et chefs de projet pour leur créativité et leur impact sur la société. Le projet qui nous a décerné ce prix est un projet d'insertion des jeunes qui s'appelle Youth Job, que nous avons mis en place, qui cette année a pu aider plus de 116 jeunes à avoir un travail. Pour la Côte d'Ivoire, c'est important d'avoir des événements comme ça qui récompensent l'excellence et qui permet à chacun d'avoir des standards dans la gestion de projet. J'espère que ça va continuer et que chaque année, on pourra avoir un événement de ce genre. Cette nuit de distinction organisée par le PMI, Project Management Institute, vise à célébrer l'excellence dans l'univers de la gestion de projet. Célébrer l'excellence est une manière de pouvoir faire la promotion des bonnes pratiques et des standards en gestion de projet pour nous permettre d'élever le niveau de vie en Côte d'Ivoire, de pouvoir aussi contribuer à la stratégie actuelle de positionner la Côte d'Ivoire en tant qu'un pays émergent à travers le succès dans la gestion des projets. Au total, ce sont 9 trophées décernés aux lauréats et ces lauréats sont issus de divers domaines d'activité, notamment dans les secteurs agricoles, audiovisuels, BTP et du digital. Bravo à la RTI qui continue de vous faire plaisir. Les brigades de gendarmerie du Thiologo renforcent leur capacité d'action grâce à un don de matériel offert par une ONG. Ce don est constitué notamment de véhicules, de motos et d'équipements de protection. Le reportage de Ami Sissoko dans nos prochains journaux. Après les fortes pluies diluviennes survenues dans les départements de Taï, Tout-le-Pleu, Bleulequin et Guiglo, le gouvernement ivoirien et le conseil régional du Cavali ont fait plusieurs dons aux familles sinistrées. Chris Ephraim Diomandé, Siaka Kone pour le reportage. 900 sacs de riz, 150 cartons d'huile, 10 tonnes de ciment, 500 feuilles de tôle et pâtes alimentaires. Voici les dons du gouvernement et du conseil régional du Cavali aux populations sinistrées suite aux pluies diluviennes survenues dans les départements de Tout-le-Pleu, Taï, Bleulequin et Guiglo. Au compteur, de nombreux dégâts matériels. Le préfet de la région du Cavali et du département de Guiglo, Dongo Kobena, a exprimé la compassion du gouvernement aux familles. Le gouvernement, à travers ce geste de cet après-midi, voudrait donc vous traduire toute sa compassion
et vous apporter quelques dons, non pas pour compenser totalement tout ce que vous avez perdu, mais juste vous marquer sa solidarité. Madame le ministre d'État, dans le cadre des activités du Conseil régional, n'est pas restée aussi en marge, de sorte qu'elle a voulu aussi accompagner l'action du gouvernement. Ces dons constituent une véritable bouffée d'oxygène pour ces sinistrés du Cavali. Nous sommes très émus. En tout cas, nous félicitons l'État de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un bon geste, un très bon geste. En tout cas, nous remercions le président de la République et nous remercions tous les ministres qui ont quand même eu à penser à nous. Ce sont au total plus de 800 ménages et 1400 plantations qui ont été inondées durant ces périodes de septembre et octobre 2024 dans la région du Cavali. Et on va faire un tour à Abidjan, précisément dans la commune d'Atekoubé, où on prône la cohésion ainsi que la paix. La CONASU a installé sa coordination pour cette mission. C'est dans une ambiance empreinte de fraternité que la coordination de la Coalition nationale pour le succès CONASU d'Atekoubé a été investie. Dominique Brou a été installé à la tête de cette coordination en présence des guides religieux, autorités administratives et coutumières. Il aura pour mission de rassembler les populations autour des valeurs de paix et d'unité. C'est des sentiments de joie, des sentiments qui vont nous amener à entretenir la cohésion et la paix dans notre localité. Les premières actions à mener pour le futur, c'est la sensibilisation auprès de nos différents responsables et les points focaux des différentes structures de la commune d'Atekoubé. L'avenir de ce pays-là repose sur la paix. Voilà, vous voyez que le président Alassane Ouattara est en train d'abattre les cartes du développement de la Côte d'Ivoire. Et pour que cette Côte d'Ivoire puisse arriver à un niveau respectable, il faudrait qu'on cultive la paix pour accompagner les actions du président. Le président national, Zanga Koulibaly, a insisté sur la préservation de la cohésion sociale et de la paix dans la commune d'Atekoubé. La paix est la meilleure chose à préserver. Chacun, chaque jour, quand on s'élève, peut poser des actions citoyennes. L'action citoyenne que nous recommandons à notre population, c'est d'être ce nouveau Ivoirien qui doit être excellent dans tous ces domaines. L'excellence dans le comportement et pouvoir inspirer confiance en cette nation pour que la démocratie, la maturité du peuple ivoirien doit être reconnue partout. La CONASU, quelle contribution au maintien de la cohésion sociale et d'une stabilité politique nationale durable est le thème qui a servi de réflexion au cours de cette investiture. Elle marque une autre étape dans la vision de la CONASU qui entend construire des valeurs de solidarité et de l'acceptation de l'autre. Alors, on prône aussi la paix. Le président du mouvement Force 2015, en tournée de mobilisation, prône la paix en vue des élections présidentielles de 2025. On en sait plus avec notre reporter Sam Konan. Ces leaders politiques, de jeunes et de mouvements, réunis au foyer des jeunes de Soubré, répondent à l'invitation de la Force 2015. Son président, l'honorable Charles Niaouré, est en tournée nationale pour porter un message. Et nous sommes venus inviter les populations de la Nawa à faire bloc derrière donc le président Alassane Ouattara et sa vision de développement de la Côte d'Ivoire et surtout à lui demander de porter la candidature de notre parti politique parce que nous savons qu'avec lui, ce sera le développement continu et c'est ce qui serait bénéfique pour l'ensemble de cette jeunesse, pour l'ensemble des populations. Et nous voudrons que la Nawa soit dans ce train et surtout avec le président Alassane Ouattara. Faire bloc autour de la vision du président de la République pour bien préparer l'élection présidentielle à venir. Soubré épouse cet engagement. L'arrivée donc de Charles Niaouré ici est salutaire, car ce qu'il nous a dit aujourd'hui, ça a permis aux uns et aux autres de comprendre l'enjeu qu'il y a en 2025 et que les militants du RADP doivent se réveiller, doivent aller sur le terrain, aller chercher les militants. À Miyagi, où la Force 2015 compte une puissante coordination, ces leaders politiques et d'associations n'ont pas boudé leur plaisir de venir écouter leur leader Charles Niaouré. Aussi sont-ils repartis, édifiés et gonflés à bloc pour le RHDP et son président Alassane Ouattara. Et nous avons perçu ces messages 5 sur 5
qui nous a mis en mission pour la victoire du président Alassane Ouattara en 2025. Et nous, Force 2015, nous sommes prêts. Nous sommes prêts aujourd'hui, nous sommes prêts demain, nous sommes prêts pour toujours pour le président Alassane Ouattara. Une détermination et des engagements qui viennent booster la volonté de la Force 2015 à aller partout, vanter les mérites de la politique sociale et de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara. Prochaine étape de cette tournée nationale de la Force 2015, Sassandra et San Pedro, toujours dans le district du Bas-Sassandra. Voilà, on va terminer par la France. Le Premier ministre français Michel Barnier n'a plus que quelques jours à passer à Matignon. Une motion de censure sera débattue à l'Assemblée nationale en réponse au 49.3 du Premier ministre sur le budget de la Sécu. Le Rassemblement national a promis de la voter. Voilà, je retrouve Kevin, notre présentateur, co-présentateur des JT de ce soir. Demain, il est prévu une grande activité pour marquer cette journée des personnes handicapées. Oui, une très grande activité demain. C'est la 32e édition de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. C'est célébré mercredi 4 décembre 2024, c'est demain à partir de 8h à la place Figayo de Yopougon et c'est organisé par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale avec à sa tête Maître Adama Kamara. Et vraiment, nous voulons le remercier pour tous les efforts qu'il fait pour les handicapés. On a le recrutement dérogatoire avec le président de la République. On a bien d'autres concours, bien d'autres insertions. Vu que le thème de cette année, c'est autour de l'inclusion, nous remarquons que déjà le gouvernement fait beaucoup pour les personnes handicapées, mais nous demandons aussi de faire encore plus. Et nous sommes sûrs que ça va se faire. Merci encore, madame. Merci beaucoup, Kevin. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Okay. Et je crois que ce rêve se réalisera. Un jour, vous serez ici. Merci infiniment, madame. Merci pour ce message de résilience porté à chacun. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Vous l'avez très bien compris, mais ne décrochez surtout pas. Vous aurez tout à l'heure votre magazine d'information, le débat. Et c'est un numéro entièrement consacré à la première édition du CIREX, Salon international des ressources actives et énergétiques. Durant 90 minutes, Hamza Diaby et ses invités vont échanger autour du thème CIRES 2024. Quel bilan? Passez une très très belle soirée. On n'oublie pas de promouvoir la paix, ce trésor inestimable. À demain 20h.